Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Ukraine, faut-il croire en la paix? Paris accueille le sommet de la coalition des volontaires. Et pour la première fois, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont fait le déplacement. Avec nous autour de la table, Ulrich Bouna, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, analyse géopolitique. Vous êtes chercheur associé au groupe de réflexion français Euro Créative. Avec nous en direct de Bruxelles, Zénon Koval, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Diplomate belge, ancien conseiller spécial de l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles en Belgique. Commençons donc par ce nouveau sommet de la coalition des volontaires sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement alliés de l'Ukraine sont réunis à Paris. L'objectif, c'est de s'entendre sur les moyens d'assurer la sécurité de Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Et pour la première fois, donc, les représentants des États-Unis sont bel et bien sur place. Ils prennent part aux discussions. Sophie Goldstein est en direct de l'Élysée. Bonsoir Sophie. Alors, est-ce qu'il y a des avancées à l'heure où l'on se parle ? Alors, derrière moi, vous le voyez, les journalistes se préparent à la sortie des chefs d'État. Une conférence de presse va avoir lieu. On en saura plus donc dans quelques minutes en principe. Le 11 décembre à Berlin, si vous vous souvenez, la coalition des volontaires avait proposé une force multinationale pour l'Ukraine. Washington évoquait alors des garanties de sécurité très fortes sans en dire plus. Ce qui compte, on le sait, ce sont des engagements concrets sur cette force, les modalités de son déploiement et le dispositif de surveillance associée, des mesures qui puissent garantir une vraie sécurité pour les Ukrainiens, affirmait à nouveau le président Zelensky aujourd'hui. Alors selon les éléments du projet de déclaration du sommet qui nous parviennent, il y aurait effectivement des garanties politiquement et juridiquement contraignantes, une coordination étroite entre partenaires donc dans l'apport de ces garanties de sécurité. Momo. Et Sophie, qu'on soit bien d'accord, on parle bien d'un plan qui serait mis en application en cas de cessez-le-feu, en cas de trêve entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Hein. Et oui, tout cela s'inscrit en effet dans la perspective d'une fin de guerre entre Kiev et Moscou. Sans accord, eh bien, pas de cessez-le-feu, et sans cessez-le-feu, eh bien, pas de déploiement de forces de réassurance, et donc en conjonction entre Européens et Américains. Alors, on semble encore loin d'un terrain d'entente. Les discussions avaient bien avancé de l'avis même de Kiev, qui évoquait des progrès jusqu'à 90% des points discutés. Restaient les 10% les plus difficiles à atteindre, et notamment la question des concessions territoriales. Et puis, vous le savez, il y a eu cette attaque alléguée par Moscou en direction d'une des résidences présidentielles de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Il n'y a pas eu de preuves, évidemment, des images, mais pas de preuves. Mais pour Moscou, c'était important à nouveau de différer la perspective d'une fin de guerre. On le sait, Moscou a le temps pour lui. Merci beaucoup Sophie Goldstein en direct de l'Élysée pour TV5 Monde. On attend donc la déclaration officielle de ce sommet de Paris. Ulrich Bouna, que signifie selon vous la présence des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ? Alors elle est déjà plutôt rassurante puisqu'il y a eu une réunion préparatoire à cette réunion, à ce sommet de l'Élysée qui a eu lieu ce week-end en Ukraine, et ni M. Kushner ni M. Witkoff se sont présentés, ont participé à la réunion même à distance, donc c'est plutôt positif de les avoir à bord. Ils ont eu une discussion ce midi, ils ont déjeuné ensemble avec Volodymyr Zelensky et le chef de l'État français, donc c'est plutôt effectivement positif. Après, parce que finalement l'un des cœurs du sujet, je pense que côté européen on est assez clair sur ce que l'on souhaite faire en termes de garantie de sécurité. La vraie question c'est: est-ce que les Américains sont prêts à s'engager à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine d'une part, et à fournir aussi des garanties de sécurité en quelque sorte à la garantie de sécurité européenne, c'est-à-dire si jamais des troupes européennes étaient présentes en Ukraine, est-ce que les Américains seraient prêts à s'engager à les défendre si jamais les Russes les attaquaient? C'est ça en fait finalement le cœur du sujet. Là, visiblement, selon le projet de déclaration, la réponse est oui. Alors, les États-Unis seraient prêts à défendre les troupes que vous évoquez. Potentiellement, après le diable est dans les détails, et surtout il faudra voir si les Américains s'engagent véritablement. On parlait notamment de faire passer cet accord au Congrès américain. Est-ce que ce sera fait ou pas? Avec nous également, donc en direct de Bruxelles, Zénon Koval. Les États-Unis superviseront donc la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Les Européens y contribueront. En clair, c'est quoi? Washington décide, l'Europe exécute? Non, je crois qu'au contraire, il est très intéressant de voir que les Européens reprennent leur place dans le débat. Et normalement, si ces garanties de sécurité doivent être mises en œuvre, c'est l'Europe qui serait à la manœuvre.
avec en backup, donc en second plan, les États-Unis qui donneraient toute une série de garanties du point de vue du renseignement et du point de vue de la logistique. Ce sont des choses dont on discute depuis un certain temps et qui semblent être acquises. Maintenant, il faut voir si les États-Unis peuvent aller encore plus loin. Mais pour moi, dans ce que nous voyons aujourd'hui, il est important de voir que l'Europe reprend de plein pied sa place dans la discussion des garanties de sécurité, puisque nous savons que la guerre en Ukraine est aussi une question de sûreté au niveau européen. En fait, il y a un acteur qu'on oublie, dont on ne parle pas, Ulrich Bouna, Vladimir Poutine. Il accepterait des soldats français, des soldats britanniques aux portes de son pays? Probablement pas. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, officiellement, l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a lancé cette guerre, c'est pour empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et donc, effectivement, on imagine mal Vladimir Poutine accepter, en quelque sorte, que des soldats occidentaux soient déployés, quand bien même ce serait dans l'ouest de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, finalement, tout ce à quoi on est en train d'assister actuellement, c'est finalement essayer pour les Européens et les Ukrainiens de rapprocher le plus possible les Américains de leur position, qui sont relativement, on va dire, raisonnables. S'il y avait un cessez-le-feu, avoir des troupes de supervision du cessez-le-feu et des garanties de sécurité, ça paraît relativement raisonnable. C'est ce qui s'est fait en Corée, par exemple. Mais effectivement, il est très clair que Vladimir Poutine... Et donc l'objectif de ça, de rapprocher les Américains, c'est qu'ensuite, finalement, les Américains aillent voir les Russes en leur disant « voilà les conditions, si vous ne les acceptez pas, il y aura des sanctions derrière ». Donc c'est un petit peu l'espoir européen et ukrainien. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout le sentiment que Donald Trump ait envie de prendre véritablement des sanctions contre Vladimir Poutine, qui a, comme ça a été rappelé tout à l'heure, rejeté une nouvelle fois une perspective de négociation en prétextant cette attaque sur Valdai. Zénon Koval, Donald Trump peut-il convaincre Vladimir Poutine d'accepter des troupes européennes aux portes de la Russie, en Ukraine? S'il le souhaite, il a des arguments de poids pour le faire. Donc nous savons que ce qui fait mal à la Russie, c'est ce qui touche au portefeuille de la Russie. Donc les rentrées financières générées par le pétrole et par le gaz. Donc si les États-Unis le souhaitent vraiment, ils pourraient faire pression. Maintenant, quant à savoir s'ils le souhaitent vraiment, c'est un autre débat. Après ce que nous voyons au Venezuela, etc. Donc voilà. Difficile à prévoir aujourd'hui. Ouais. Zénon Koval, ce sommet de la coalition des volontaires, il se tient, vous le savez, dans un contexte particulier dans le monde avec ce qui s'est passé à Caracas, l'enlèvement du président du Venezuela, Nicolas Maduro, inculpé notamment pour trafic de drogue hier par un tribunal fédéral américain. Il y a aussi ces menaces réitérées de Donald Trump envers le Groenland. L'Europe semble avoir perdu la boussole, non, au vu de ses réactions sur ces deux dossiers? Je crois que l'Europe sépare en tout cas les discussions sur ces différents dossiers. Nous savons très bien que Donald Trump n'aime pas être indisposé ou critiqué. Donc dans un dossier où on parle spécifiquement de l'Ukraine, on ne va pas soulever, à moins qu'on ne le fasse en coulisses, mais ça on ne le saura pas, des questions telles que le Groenland ou le Venezuela. Mais Zénon Koval, ce que je voulais dire, c'est que l'Europe, elle se retrouve d'une certaine manière en contradiction avec des valeurs qu'elle brandit souvent. Elle a tergiversé, notamment à dénoncer non pas le départ d'un dirigeant autoritaire, mais en tous les cas la méthode. Il a fallu du temps. Aujourd'hui, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, parle d'une opération illégale, mais c'est vrai qu'il a fallu du temps. Le Groenland, il a fallu attendre aujourd'hui pour que l'Europe se mette d'accord et soutienne le Groenland qui appartient au Danemark. Comment défendre l'Ukraine et être cohérent en tergiversant sur des sujets qui ne sont pas équivalents, mais qui se ressemblent fortement tout de même? Donc je ne pense pas qu'il faille tergiverser, mais comme je vous l'ai dit, il s'agit de dossiers différents et donc on va suivre des pistes différentes et des négociations différentes pour parler de ces différents dossiers. Donc ne mêlons surtout pas la question de l'Ukraine à la question du Venezuela ou à la question du Groenland. Parce que nous savons très bien que nous devons maintenir l'arrimage avec les États-Unis pour essayer de faire pression sur la Russie et arrêter la guerre d'agression qui a lieu aujourd'hui en Ukraine. Alors, messieurs, donc, si on commence à parler du Groenland, du Venezuela et qu'on mélange tout dans un seul dossier, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Ulrich Bouna, quand même une petite réaction sur ça, parce que, encore une fois, il ne s'agit vraiment pas de mélanger les dossiers, mais l'Europe qui tarde, je dis bien l'Europe qui tarde à répondre à Donald Trump, qui dit que dans 2 mois, il va s'occuper du Groenland.
Comment ne pas donner des arguments à Vladimir Poutine qui, lui, s'occupe de ce qu'il y a à ses portes, hein. On va d'ailleurs voir peut-être cette image, Donald Trump qui dit quoi, en tout cas les États-Unis, et c'est un tweet très officiel du département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, c'est notre hémisphère, this is our hémisphère. Donc pour revenir vraiment, le Groenland, est-ce qu'on peut tergiverser à soutenir le Groenland et en même temps continuer à défendre l'Ukraine parfois à bout de souffle? C'est très compliqué et quand on regarde les réactions françaises telles qu'elles se sont produites, on voit bien qu'on est un peu mal à l'aise. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a fait un tweet extrêmement clair disant que c'était inadmissible ce qui s'était passé, la méthode de ce qui s'était passé à Caracas. Dans la foulée, Emmanuel Macron avait fait un tweet qui lui était un peu plus, voilà, on va dire... il a clarifié un peu les choses. Voilà, mais en tout cas, le premier tweet était assez mou, on va dire. Et je pense que c'est parce que tout est lié, en fait. Tout est lié dans le sens, pas parce qu'on le souhaite, mais parce que ce sont les États-Unis. Et donc, effectivement, comme le disait M. Koval, comme on ne veut pas prendre le risque de se braquer Donald Trump sur la question de l'Ukraine et qu'il envoie balader les garanties de sécurité, on est obligé de le garder à bord. Et donc, pour le garder à bord, on évite de trop le critiquer sur ce qu'il fait au Venezuela et sur ce qu'il promet de faire au Groenland. Mais par contre, effectivement, ce deux poids, deux mesures apparents, en tous les cas, donne effectivement des cartouches à Vladimir Poutine et d'autres. Pourquoi Vladimir Poutine qui se dirait que pour lui, l'Ukraine, c'est son hémisphère à lui? Voilà, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait dire, ma foi, moi aussi, j'ai voulu aller kidnapper, voire même assassiner le président Zelensky le 24 février 2022, et depuis, je prends des sanctions internationales alors qu'il ne se passe rien vis-à-vis de Donald Trump. Donc effectivement, alors après, Vladimir Poutine il a ses propres problèmes, hein, il a perdu un allié au Venezuela, etc. Mais effectivement, cette espèce néo-impérialisme américain est tout à fait utile pour les Russes et pour les Chinois pour renvoyer à la face du monde, regarder deux poids deux mesures. Zénon Koval, on a besoin aussi de votre analyse sur la situation purement intérieure en Ukraine, puisque là aussi il y a un contexte particulier. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé le remplacement du très populaire chef du service de sécurité nationale, le SBU, Vassili Maliouk, connu pour ses opérations spectaculaires contre la Russie, et ce dans le cadre d'un vaste remaniement. C'est Yevgeny Kmara, moins connu, qui le remplace provisoirement en tout cas. C'est le chef du département Alpha, spécialisé dans des opérations commando au sein du service de sécurité nationale. Voilà pour être complet. Pourquoi ce changement? Zénon Koval, dites-nous. Je crois qu'il y a une redistribution des cartes dans l'entourage immédiat du président Zelensky après le départ de son numéro 2, qui était M. Andriy Yermak, et donc qui est resté très longtemps le bras droit du président ukrainien. Maintenant qu'il y a un changement, donc il y a un nouveau numéro 2 qui est l'ancien chef de l'espionnage, si je peux m'exprimer ainsi, ukrainien, Boudanov, qui est très bien, qui a réalisé pas mal de travaux très utiles, ou d'actions très utiles donc dans la défense de l'Ukraine. Donc nous voyons maintenant le remplacement du chef du SBU, donc du service de sécurité intérieure, par M. Khmara, qui est un lieutenant général de l'active, qui était notamment impliqué dans l'opération qui a permis aux Ukrainiens, qu'on appelle l'opération Pavoutine, donc l'opération Araignée, qui a permis d'envoyer un camion en Russie avec des drones qui a attaqué des avions très importants, donc longs porteurs, bombardiers en Russie. Donc ce sont des changements intéressants. Changement également du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense passe à l'énergie, c'est un excellent organisateur. Et le ministre de la numérisation va passer du côté de la défense. Donc ce sont aussi des ministères, ou en tout cas des éléments du pouvoir qui sont dans le domaine de la présidence. Affaires étrangères ou défense, alors à part le domaine de l'énergie, bien évidemment. Une réaction, Eric Buna, puisqu'effectivement, Zénon Koval l'évoque, l'homme qui va prendre la défense est âgé de seulement 34 ans, Mikhailo Fedorov. Un mot peut-être sur cette nomination qui me semble n'est pas encore officielle. Mais pourquoi ces changements, tous azimuts? Alors en fait, il faut remonter un peu le fil du temps. Lorsque Andriy Yermak a démissionné, il a été même démissionné par rapport à cette affaire de corruption, où il n'est pas directement impliqué, mais où il est soupçonné d'avoir couvert sans doute certains agissements. Il y a eu un besoin sans doute de renouvellement politique en Ukraine, et donc effectivement, et puis aussi parce que le poste, on va dire, de secrétaire général de la présidence en Ukraine, il est stratégique, il est beaucoup plus puissant que le secrétaire général de
l'Élysée en France, c'est véritablement le pivot politique en fait en Ukraine. Et donc, avec le départ d'Andriy Yermak, il fallait rebattre les cartes parce que les Ukrainiens demandaient aussi une espèce de renouvellement. Il y avait beaucoup de critiques sur Andriy Yermak avant même qu'il soit démissionné. Donc Volodymyr Zelensky rebat un peu les cartes. Et puis on est aussi dans un moment où les négociations arrivent à un tournant. Il y a sans doute un besoin de renouveler un peu les choses, de mettre effectivement quelqu'un, Monsieur Boudanov, donc l'ancien chef du GOUR, est aussi très proche des Américains. Il a été formé en partie par la CIA. Donc il a de très bonnes connexions à Washington. Et pour finir avec Monsieur Fedorov, c'est quelqu'un qui a été responsable en quelque sorte de la digitalisation de l'État ukrainien. Et donc c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses. Ouais, on sait que les drones, par exemple, sont importants. Exactement. C'est vrai que ça paraît comme ça de mettre l'homme qui avait le portefeuille du numérique à la défense. En temps de guerre, ça peut surprendre, mais ça peut avoir aussi son sens. Le front maintenant, messieurs. D'abord, vous, Ulrich Bouna, le temps joue-t-il pour la Russie? La Russie, quasiment tous les jours, revendique la prise de villages, même si on sait qu'il y a une bataille médiatique. Le président Zelensky dit par exemple que la Russie perd 35 000 hommes par mois, ce qui est énorme. Sur le front, qu'en est-il? Alors, il y a une réalité qu'effectivement la Russie avance, après, encore une fois, à des coûts prohibitifs. Elle capture effectivement des villages dans le Donbass, mais encore une fois, les pertes sûres de la Russie sont à 160 000 morts. Depuis, ça a été en prenant les actes de décès dans les journaux, etc. Donc on est sans doute à plus de 200 000 morts côté russe. En moins de 4 ans de guerre, c'est juste colossal. Donc les pertes sont effectivement énormes côté russe. Le problème, c'est que les Ukrainiens s'épuisent eux aussi, ils manquent d'hommes. Donc on est dans une situation un peu bloquée où finalement aucun camp ne peut véritablement l'emporter militairement. Et donc c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens poussent aussi cette idée de cesser le feu avec les Américains et les Européens. Mais le problème, c'est que côté russe, il y a probablement toujours cette croyance qu'ils peuvent l'emporter et capturer l'ensemble de la région Est, le Donbass, manu militari. Et donc effectivement, on ne voit pas du tout Vladimir Poutine lâcher le morceau pour le moment. Vladimir Poutine ne lâche pas pour l'instant. Zenon Koval, Volodymyr Zelensky peut-il lâcher, peut-il accepter que son pays soit amputé de pans entiers, notamment cette région minière du Donbass? On pense aussi à la région de Kherson, dans le sud. Si la guerre s'arrêtait là, l'Ukraine serait la grande perdante? De toute façon, si la guerre s'arrêtait là, on devrait s'arrêter sur base de la ligne de démarcation, la ligne du conflit. Ce que l'Ukraine ne pourrait pas tolérer, c'est de donner en plus des parties de ces oblasts qui ont été annexées par la Russie, mais n'ont jamais été occupées ni conquises par la Russie. Nous savons qu'une partie de l'oblast de Donetsk, de Zaporijia, de Kherson n'a jamais été occupée par la Russie. Donc l'Ukraine ne cédera jamais pour donner ce type de territoire qui n'a pas été conquis par la Russie, pour les donner à la Russie. Maintenant, quant au reste, bon, on n'admettra pas qu'il s'agit d'une occupation russe, on parlera d'occupation provisoire. Vous savez, beaucoup de cas d'annexion, comme je peux rappeler celle des pays baltes après la Deuxième Guerre mondiale, n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Donc ce ne sera pas reconnu de jure par beaucoup de partenaires de l'Ukraine au niveau international. Ce ne sera jamais reconnu par l'Ukraine non plus. Et donc, on verra avec le temps ce qui va se passer et comment la situation va évoluer. Les négociations, Sophie Goldstein nous le disait tout à l'heure en direct de l'Élysée, ont pris un coup dur au moment de ces accusations de la Russie contre l'Ukraine, accusations portant sur une attaque de drone sur une résidence privée de Vladimir Poutine du côté de Novgorod. Quelle est la suite des négociations? Aujourd'hui, on voit que ce sommet, il s'agit vraiment de recoller un petit peu les morceaux et de repartir de l'avant. Comment voyez-vous l'avenir? C'est ça, en fait, l'objectif, c'est véritablement d'obtenir en quelque sorte un accord entre les Européens, les Ukrainiens, bon, qui sont déjà grosso modo d'accord, mais surtout d'embarquer en quelque sorte les Américains dans cet accord qui verrait donc un cessez-le-feu et des garanties de sécurité derrière de différents ordres pour l'Ukraine. Et l'étape d'après, ce serait normalement que les émissaires américains, et notamment M. Witkoff, aillent présenter ce document à Vladimir Poutine en lui disant, voilà, grosso modo, on s'est à peu près tous mis d'accord. Est-ce que tu es enfin prêt à rentrer dans un cycle de négociation sérieuse où on pourrait effectivement discuter des points qui restent ouverts, notamment la question des territoires, ou alors non, et sinon, du coup, voilà les conséquences pour la Russie. Le problème, c'est que voilà les conséquences pour la Russie, rien n'indique, en tous les cas jusqu'à présent, que Donald Trump et l'administration américaine sont véritablement prêts à prendre des sanctions contre la Russie. Donc, tant qu'il n'y aura pas, si vous voulez, cette menace de bâton contre Vladimir Poutine, je crains que Vladimir Poutine se dise qu'il peut s'en tirer à bon compte et continuer sa garante dans le Donbass. Merci beaucoup, Ulrich Bouna, pour votre éclairage. Merci beaucoup, Zenon Koval, également, pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier ukrainien et ce conflit entre l'Ukraine et la Russie.